Faites-vous partie de ces gens qui aimeraient apporter de la valeur aux gens dans votre organisation, qui souhaitent dépasser leurs limites par des stratégies d'apprentissage garanties? On est présentement accompagné de notre invité Paulo Pironnet ainsi que mon collègue Alain-Guy Tremblay. Je fais les branchements puis je suis à vous dans un instant. Donc, la joie aujourd'hui, c'est d'apprendre justement à faire des partages équitables. Alors du coup, ça me laisse le temps de poser une question à Alain Guy. Oui, allez-y, faites l'intro. Alors Alain Guy Tremblay, est-ce qu'il y a un lien familial avec Rémi Tremblay? Non, pas du tout, pas du tout. Je connais Rémi par contre, là, mais au Québec, la famille Tremblay, c'est la famille francophone la plus étendue en Amérique du Nord, donc il y en a beaucoup, beaucoup de Tremblay. D'accord. Mais non, j'ai pas de lien de famille. Il y a peut-être un arrière-grand-père. Fort possible. Le premier Tremblay d'Amérique s'est installé dans Charlevoix, pas loin de Québec. Donc, on vient tous du même point, là. Excellent. Et toi, tu es sur Québec, c'est ça? Non, moi, je suis au nord de Montréal, dans les Laurentides. Mais Québec, j'aime beaucoup comme ville, j'y vais souvent. D'où plusieurs connaissances. Où es-tu exactement dans les Laurentides? Je suis dans les Basses Laurentides, à hauteur de Blainville. D'accord. Immédiatement après. Il y a Montréal, Laval, ensuite de ça, la Rive-Nord, les Laurentides. D'accord. C'est une magnifique. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de, comme titre, avec un mental défaillant, les fautes sont plus nombreuses et nous avons tendance à s'énerver? Hein? Oui, d'accord, mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, tu l'entends-tu? Moi, je l'entends pas. Bah, c'est pour ça que je te demande l'objectif. Je vois le problème, mais je ne vois pas quel est l'objectif. Sur quoi tu vas emmener? C'est quoi la finalité de ce vers quoi tu vas amener les personnes? Aujourd'hui, je veux les amener vers justement comment on réagit face à une contre-performance. Alors voilà, face à la contre-performance, par exemple, quels sont les… Et puis là, tu mets la suite. C'est quoi que tu voulais dire? Face à la contre-performance, quels sont les conseils? Comment rebondir face à la contre-performance? Comme ça, tu fais ça. Ouais. Merci. Voyez-vous, en passant, ceux qui sont déjà en ligne avec nous, vous voyez que je suis déjà en entraînement avec mon coach. Merci, Paulo. Ça, vous avez l'avant-plan et l'arrière-plan. Vous avez des coulisses en même temps. Ouais, c'est ça. Comment dire… Moi, je suis témoin de l'entraînement. À la contre-performance. Son bureau, il y a son vélo qui est à quelques mètres de lui. Ouais, ça a l'air de rien, là, mais il est en train de pédaler en ce moment, là. Il transpire déjà. Ouais. Paulo. Tac. Ton activité, enfin, on va peut-être en parler, Alain Guy. Je ne sais pas si c'est le moment de commencer. Oui, il fait signe que oui. Mes activités? Oui. Mes activités, je dirais récentes dans les dernières années, je me suis transformé en… je suis formateur depuis toujours là, en entreprise et je donne de plus en plus de conférences, des ateliers et je suis auteur. J'ai rédigé un programme, je dirais, d'entraînement en leadership de pleine confiance qui est distribué présentement un petit peu partout dans différents pays, dont en France, là, mais c'est un programme qui est en ligne. En fait, je me considère comme formateur, conférencier, auteur. D'accord. Et ce programme que tu as en ligne, oui. Il s'adresse à qui plus particulièrement? En fait, il s'adresse à toute personne voulant développer son leadership personnel, je dirais, et non pas son leadership que je dirais de performance. Donc, mes études, mon parcours académique m'a amené à étudier le leadership sur un angle très particulier et j'aime amener les gens sur la piste d'un leadership qui est plus axé vers soi-même, plutôt que dans un environnement qui est le milieu de travail, par exemple, où il met l'accent plus sur la performance. Donc, je veux les retirer de la performance pour les amener dans la pleine, je ne dis pas la pleine conscience, mais la pleine confiance. Voilà, très bien. C'est un peu le message. Donc, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à l'entrepreneur, au travailleur autonome, mais à toute personne qui désire pousser la note un petit peu plus loin. D'accord. Excellent. Allez, boys! Yes! Bonne nouvelle, j'ai réussi à faire le lien avec Facebook. Alors, bravo! Depuis à peu près 3 minutes, on est en direct.
On s'excuse tout le monde pour le petit retard. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime apprendre et l'apprentissage, ben, des fois, amène certains challenges, certains défis. Aujourd'hui, j'étais particulièrement plus nerveux parce que pour moi, je reçois une personne d'une importance énorme. Pour ceux qui ont lu mon livre, Les Vallons de la route, le chemin de la résilience, quand je parle d'un homme qui se nomme Paulo Pironet, et en passant, je te le mentionne qui a été cité dans mon livre. Oui, je suis nerveux. Aujourd'hui, je reconnais, je suis nerveux parce qu'en même temps, je suis excité d'avoir la chance de t'avoir, Paulo, et en même temps en collaboration avec Alain. Mais le fait d'avoir eu un petit peu cette adrénaline de performance, parce que pour moi, tu es une sommité, ben, j'ai eu à faire des petites erreurs ce matin. Puis je me sers de ça comme introduction parce que je vais remonter à notre histoire quand on s'est connus en 2017. Aujourd'hui, le terme, ça va être comment rebondir à une contre-performance. Puis, n'hésitez pas, là, ceux qui nous suivent, à partager, poser des questions. On n'a pas vraiment de scénario de préparer, mais on va vous parler. Moi, je vais vous parler avec mon cœur. Je vais avoir la chance de parler à mon coach. Et Alain, justement, va intervenir. Tu interviens quand tu veux. En introduction, Paulo Pironet, en direct de France. Là, tu es à Paris ou à Lyon? Alors, je suis ni à Paris ni à Lyon. Je suis en Savoie. Puisque moi, en fait, je vis en Savoie. Mon entreprise est à Lyon, donc c'est en région Rhône-Alpes. Mais je suis à une centaine de kilomètres. Donc, je ne suis pas très loin de Genève, entre Grenoble et Genève, on va dire, à côté de Chambéry, au bord du lac, d'un joli petit lac, quoi. Enfin bref, je suis donc en Savoie, à côté d'Aix-les-Bains, pour ceux qui connaissent. C'est bon. Et toi, Alain, juste pour situer géographiquement les gens, tu es à quel endroit? Je suis au Québec, dans la région des Basses-Laurentides, qui se situe, pour nos amis de l'Europe, là, légèrement au nord de la grande ville de Montréal. OK. Très belle région. Donc, comme je disais tantôt en entrée de contexte, avec un petit peu de nervosité, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Paulo en 2017, parce que comme vous le savez, ceux qui suivent ma chaîne, je suis un étudiant de l'Académie Zéro Limite, de la cohorte 2017. Et à travers les différents ateliers, on était au mois de mars, je pense, la première fois qu'on s'est parlé, Paulo, hein? Je me trompe-tu? Je vais te mettre dans le contexte, peut-être ça va te rappeler. Ouais. On était sur un groupe d'échange et je ne me rappelle pas l'ensemble de l'échange, mais je me rappelle le mot où on parlait de l'importance d'avoir des mentors et des choses comme ça. Et tu m'avais challengé. À ce moment-là, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu, mais juste sur le chat. Et tu m'avais dit que tu venais à Québec au mois d'avril suivant. C'est à ce moment-là que je t'ai parlé de mon projet. Faut comprendre également pour ceux qui écoutent cette capsule-là. Moi, en 2017, je suis dans le début du creux, si je peux appeler ça comme ça, le plus challengeant que j'ai eu à faire dans toute ma carrière sportive. Faut comprendre qu'en 2015, mon entreprise a connu des défis financiers. Le stress, l'angoisse a amené un surplus de colère, un surplus de rage. En 2017, hein, tu te rappelles, j'ai même fait face à certaines poursuites qui m'ont enseigné beaucoup. Et à ce moment-là, moi, je suis quelqu'un qui est en contre-performance, mais totalement, parce que j'enseigne la performance, mais là, il n'y a plus aucun de mes repères qui fonctionne. Et c'est là qu'à ce moment-là, j'ai l'opportunité de te rencontrer. Et aujourd'hui, je te dis énormément merci, Paulo, parce que aujourd'hui, la passion est revenue, le plaisir est revenu. OK, le challenge d'apprentissage est encore là. Mais c'est ce que je voulais partager en introduction, à savoir, t'es qui pour moi dans mon équation? Je ne sais pas si toi, tu te rappelles, même en juillet, hein, j'avais été à Lyon à une de tes ateliers. À ce moment-là, j'avais le dos barré.
Et il s'est passé pour moi des choses que j'arrive pas à expliquer encore. Je sais comment je l'ai vécu, je sais les déblocages. Je sais pas si toi, tu aurais une anecdote d'introduction ou si Alain, des fois, voudrait ajouter un point peut-être aussi. Bah, en ce qui me concerne, moi, je me souviens de t'avoir vu, je crois que c'était la première fois, c'était pour une rencontre à la Z, à Montréal. À Ou à Québec, Québec, à Lévis. à Québec, effectivement. Et puis après, effectivement, je t'avais proposé de nous rejoindre sur un cycle en fait, d'accompagnement qu'on a en ligne. Et c'est comme ça qu'après, on s'est davantage connus, notamment au travers de la Z. Et puis après, on a eu l'occasion de se croiser un certain nombre de fois. Et je crois qu'effectivement, ouais, c'est pas je crois, c'est je sais, tu es venu à Lyon. Et on a passé un petit peu plus de temps ensemble. Et puis voilà, on pourrait dire que la relation s'est un petit peu renforcée. Je suis revenu une ou deux fois aussi au Québec et on a eu l'occasion à chaque fois de se croiser. Voilà, Oui, je suis très tu heureux te rappelles de voir. également quand, quand je suis parti à un moment donné, j'ai dû mettre de côté mes exercices professionnels de coaching. J'ai été conduire un camion et je me rappelle quand on s'est parlé, toi puis moi, tu m'as accordé 1 heure parce qu'en tant qu'homme, j'étais en détresse. Hein. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette journée-là où ce que tu m'as dit, Sylvain, hein, t'as peu, là, c'est comme. Puis je prends le temps de dire ça, puis je suis ému un petit peu présentement parce que aujourd'hui, on vit certaines contre-performances pour plusieurs personnes. Puis je pense qu'il fait partie de ma mission de passer le message aux hommes qui ont le droit, qui ont le devoir de parler à des polos, de parler à... Oui, moi, maintenant, je suis rendu disponible, je suis capable de vous donner des outils, mais pour vous donner un exemple, souvent, ceux qui suivent mes formations, je vous le dis, personne ne s'est rendu au championnat du monde seul. Ben, moi, le premier, je vous présente Polo, puis pour moi, je suis dans l'émotion un petit peu, mais je sais qu'Alain, toi, tu voulais mettre quelque chose par rapport à cette philosophie-là hier quand on s'est parlé, je pense. Dans un premier temps, excusez-moi de ma disparition. J'ai eu un petit caprice de batterie. Donc, je suis reconnecté directement. Mais oui, j'ai concocté un petit peu une façon d'approcher le sujet indirectement avec toi, Paulo. Tu me permets que je te tutoie sur ton surnom, Paulo? J'en suis honoré. C'est un honneur pour moi d'abord et avant tout d'être en ligne avec vous trois. J'ai extirpé de mon coffret de coaching des citations que j'aimerais passer en lecture parce que chacune de ces citations-là va révéler quelques questions que j'aimerais t'adresser par la suite. J'ai une première citation qui s'intitule « Le leader saura s'arrêter dans le but de mieux repartir ». Je pense qu'en ce moment, avec ce qu'on vit en tant que crise, le temps d'arrêt auquel on est exposé est de mise. Donc, je vous en fais la lecture. C'est pas long, là, une petite minute environ. Ça se lit comme suit. « Prendre une pause pour que son cœur et sa tête se reposent n'a jamais changé la dose. Car, justement, savoir doser, c'est aussi savoir s'arrêter. En ce sens, le repos du guerrier ne peut que raviver les forces vives qui habitent le leader. Reprendre son souffle pour mieux s'épanouir contribue à consolider ses désirs tout en n'altérant pas le plaisir. Le plaisir de persister, mais sans abandonner le plaisir de savourer. Ainsi, le leader saura apprécier ses temps d'arrêt pour mieux repartir lorsqu'il jugera qu'il est à nouveau prêt à engager le pas. Dans cet état d'esprit, il savourera chaque passage de son parcours, peu importe les détours. Trop souvent, nous confondons arrêt et échec, alors que l'échec n'est pas d'arrêter, mais bien de ne plus repartir. Le leader saura partir et repartir aussi souvent qu'il le faut, puisque sans arrêt, il ne s'y rendra jamais. C'est l'esprit dans lequel j'ai écrit cette citation-là autrefois, mais la question que j'aimerais aborder avec vous deux, mais particulièrement avec toi, Paulo, en ce moment, on vit un arrêt. On vit un arrêt non volontaire, un arrêt obligatoire. Très, très différent que lorsqu'on fait le choix de se poser
On est dans une pause involontaire, comme je disais tantôt. Alors, je me demandais comment le cerveau réagit face à un arrêt choisi versus à un arrêt subi, non désiré, comme en ce moment. Alors, c'est une très bonne question, ça. Si on commence par l'arrêt choisi, on définit un contexte dans le temps et dans l'espace, on l'anticipe, on définit pourquoi on veut s'arrêter, on y met du sens, on y met un objectif, et puis du coup, voilà, on s'organise pour le faire. Par exemple, on décide d'aller méditer quelques jours avec, je sais pas moi, François Lemay, par exemple, on fait une halte et on décide de faire une retraite. Ça, bon, là, on est OK. Et puis, il y a les moments où la vie nous y amène à nous arrêter. Alors, la vie, elle nous amène à nous arrêter. Pourquoi? Parce qu'elle nous limite dans un champ d'activité habituel. Mais la réalité, c'est que ramener dans notre environnement immédiat, en l'occurrence à la maison, on a le choix, au fond, soit de se laisser aller, soit de se dire, en fonction de la situation, sur quoi j'ai la main et à partir de quoi j'ai envie d'agir. Donc, quel est le cerveau qui va m'amener dans un sens ou dans l'autre? On a plusieurs parties de nous qui peuvent interagir, comme on l'aurait. Alors, c'est vrai que quand on était habitué, comme toi, par exemple, puisque tu fais beaucoup de formations à droite, à gauche, tu es amené parce que tu es client, parce que tu es prévu à te déplacer. Et tu peux décider à un moment donné de te dire, voilà, je me réserve une semaine pour cette fois-ci faire le choix d'aller faire une retraite, de me mettre dans un jeûne, au fond, de me positionner. Donc là, c'est un choix qui est décidé avec tout ce que tu as envie de mettre dedans. Ensuite, il y a l'autre situation qui arrive, qui est, il se trouve que tout d'un coup, on est contraint à être ramené à la maison. Et à ce moment-là, on a un choix qui est toujours le même, qui est soit de se laisser aller dans la situation. Et là, on a plusieurs étages possibles qui vont se mettre en place en fonction du niveau dans lequel on va fonctionner sur un plan humain. On peut être complètement dans le désarroi, s'écrouler. Ça, c'est la zone basse, où je suis tellement dans la peur, dans la contrainte, que je suis en agitation. Je focus mon attention sur tout ce qui, au contraire, va accentuer le danger. Je regarde les informations et j'ai l'impression que j'ai plus rien sur lequel j'ai la main, en fait. Mais je ne me rends pas compte que je suis moi-même dans un processus qui est comme celui-ci. Donc là, on a le pire. Après, on a le moins pire. C'est la personne qui, ça va relativement bien. Il y a des jours, ça va bien. Il y a des jours, ça va moins bien. Il y a des jours, elle sera en interaction. Voilà. Et elle est un peu dans un coup, je suis un peu acteur des choses. Le lendemain, je ne le suis plus vraiment. Et puis, je réagis plus que je n'agis. Mais ça va relativement bien. Et puis, il y a la personne qui, au contraire, dans cette situation, va, soit parce qu'elle l'a appris, soit c'est un peu instinctif, décider de faire du meilleur de cette situation. Et auquel cas, elle va se ramener sur elle-même, s'interroger sur qu'est-ce qui est important, là, ici et maintenant. Et au fond, sur quoi je peux grandir? Je peux grandir sur mon business, si j'en ai un. Par exemple, j'ai des clients et je me dis, tiens, quelle autre manière je pourrais avoir d'être en contact avec eux? Si je ne peux pas les avoir en salle, puisque je ne peux pas me déplacer, y a-t-il d'autres moyens? Peut-être je peux appeler certaines personnes, peut-être je peux créer un groupe Facebook, ou peut-être je peux, sur Zoom, les rassembler pour une rencontre, un échange. Enfin bref, donc là, je deviens acteur. Il faut juste apprendre le mécanisme de Zoom, par exemple. Voilà, c'est l'occasion. Oui. C'est l'occasion, du coup, d'intégrer des capacités, des connaissances, des savoir-faire, des sensibilités qui vont me servir par la suite. Je peux décider d'apprendre davantage l'anglais parce que ça va me servir après. Je peux décider d'investir du temps sur une formation sur Internet. Bon, quel que soit le choix, là, je me mets dans un mode qui est de se dire sur quoi j'ai la main et comment je peux, au sens le plus profond du terme, tirer profit. C'est profiter d'eux. Tirer profit, alors que ce soit dans le cadre d'un objectif en lien avec mon activité, dit autrement au service que j'ai envie de donner à mes clients, mes fournisseurs, mes salariés, enfin tout ça. Donc j'ai un projet, on va dire, plutôt fonctionnel. Soit j'ai un autre projet qui est plus de grandir intérieurement, qui est plus en lien avec mes aspirations, qui est peut-être de m'arrêter, de méditer un peu plus, de faire un jeûne, de lire des livres, de prendre du temps avec des amis pour réfléchir, partager, etc. Donc là, pour moi, la clé, c'est suis-je acteur de la situation? Et dans tous les cas, en fait, on a tous ces choix pour autant qu'on est soit intrinsèquement mobilisé là-dessus, soit parce qu'on l'a appris. Voilà, je pense que c'est les deux étages, moyen et haut. Soit je l'ai appris et je vais le faire de plus en plus parce que je me suis entraîné, soit c'est un peu instinctif. Il y a des gens qui ne l'ont jamais appris, mais ils sont des leaders par nature.
Et puis, il y a ceux qui sont dans des difficultés sans même forcément s'en rendre compte et qui vont entrer dans des états assez vite de panique. Et on va voir, si on entrait un peu plus dans la mécanique neurophysiologique, on pourrait décortiquer justement qu'est-ce qui va se passer de différent chez ces personnes-là. Mais pour répondre à ta question, je crois que c'est la conscience de la relation que je vais construire avec la situation et la décision, au fond, la liberté que je vais prendre, eh bien, d'être créatif et me réinventer dans l'instant, en quelque sorte. Je crois que c'est ça qui va faire le plus de... Polo, je me rappelle quand on s'était parlé et ça vient de remonter. Quand je suis en contre-performance, que je suis en agitation mentale, les mots que tu amènes, puis je me rappelle les premières fois, je faisais, je réagissais pas, mais j'avais pas compris tout le sens. Parce que quand on parle d'un arrêt obligatoire aujourd'hui non prévu, mais quand j'ai fait ma faillite, puis quand j'ai connu mes choses, j'ai connu ce sentiment-là. Moi, ce que j'aimerais savoir, aujourd'hui, je le sais avec les outils que tu m'as donnés, mais je me ramène en 2017 puis je me mets dans la tête des gens qui, eux, nous écoutent. Ouais, toi, c'est facile pour toi, tu dis ça parce que toi, tu es dans cet univers-là, mais moi, je suis dans ma tête, puis là, je suis dans un casse-tête, puis c'est là où ce que moi, à travers, puis peut-être que là, je vais faire un pont avec ça, puis tu pourras me dire si c'est adéquat ou pas. Mais l'outil que moi, j'ai trouvé, ceux qui suivent mes formations, puis vous le savez, hein, je vous parle souvent de 5 phases d'un apprentissage. Dans mon cas, il a fallu que j'apprenne à me calmer. Mais il y a 5 étapes que j'ai eu à franchir. Puis je vais laisser Polo faire du millage là-dessus parce que la première zone que moi j'enseigne au monde, c'est initiation. Mais dans l'espace ici, vous m'entendez souvent vous parler inconsciemment incompétent. La deuxième phase ici, c'est la phase initiation-acquisition, qui est compétent, c'est-à-dire conscient qu'on est incompétent. C'est souvent là qu'on commence à se taper sa tête pour la suite devenir en consolidation, qui est la consolidation, c'est consciemment et compétent, compétent et conscient. Pour ensuite, vous le voyez mal dans l'écran ici, mais venir en perfectionnement, où ce que là, on devient inconscient qu'on est compétent, pour venir vers la suite en variation créative, où ce que là, on est méta-compétent, et Polo va pouvoir plus nous expliquer ça. Par contre, ce que je fais comme parallèle, dans la dernière année, moi, je me suis formé beaucoup avec David Lefrançois, parce que les gens qui suivent ma chaîne entendent toujours parler de 2 coachs, Polo puis David. Pour moi, c'est mon vélo, il y a une roue avant, il y a une roue arrière. Et dans les enseignements que j'ai compris, sur un cycle de 45 jours, le cycle de 45 jours, splitté en 5, je suis capable de le mettre en phase de 9 jours. Mais je pense qu'il n'y a pas personne de mieux que toi pour expliquer les chemins que le cerveau fait. Parce que je me rappelle, quand tu m'as dit ça, je n'étais pas capable d'être en connexion avec ton message. Eh bien, tu vois, pour répondre à ta question, je vais rebondir en même temps sur ce que nous a dit Alain Guy, et notamment qu'on retrouve dans ton magnifique texte que tu nous as lu, c'est cette faculté à s'arrêter. Et tu l'as très bien dit dans ton introduction, Alain Guy, c'est que le leader est quelqu'un qui sait s'arrêter. Parce qu'il n'y a pas que l'action qui fait progresser, il y a aussi l'arrêt. C'est très important et parfois, on ne passe pas suffisamment de temps à s'arrêter. Je pense que ce qui va m'amener justement dans la conscience, pour toi, hein, au début, je suis inconsciemment incompétent et on l'est tous. On peut parler, par exemple, devant une caméra. Et comme je le disais, je crois, hier, dans notre exemple, moi, je bouge beaucoup les mains comme ça. Voilà. Bon, alors, si tout d'un coup, je suis devant une caméra et que je suis toujours en train de bouger les mains, je vais finir par agacer tout le monde. Et je peux le faire d'une manière naturelle sans même me rendre compte. Voilà, je suis donc inconsciemment incompétent. Et puis, à un moment donné, parce qu'on va me donner du feedback, ben, je vais passer dans la prise de conscience de mon incompétence, dit autrement, de ce que je ferais bien de changer. Mais il faut que je m'arrête.
Alors, soit c'est quelqu'un qui va me donner un retour, soit c'est l'occasion dans ma vie. Et je pense que en ce moment, c'est ce à quoi nous sommes invités, c'est-à-dire nous ramener intérieurement au centre de nous-mêmes, enfin chez nous déjà, mais dans notre chez nous intérieur. Et peut-être aussi pour s'arrêter, inspirer, respirer, redescendre, pas rester dans cette course mentale où on a essentiellement la partie haute là, qui fonctionne, hein, le bêta, et se redescendre un petit peu dans la dimension plus émotionnelle, plus alpha, on va dire, où là, je me reconnecte plus profondément à cette présence. Et je pense que la qualité du futur découle de la qualité du présent. Et c'est pour ça que je crois que pour toute la planète, fasse quelque chose d'absolument incroyable, ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Et je pense que ça va faire un bond de croissance pour ceux qui ont décidé d'en faire un élément de croissance. Donc, on parle de crise. La réalité, c'est que toute crise, ça a généré des opportunités incroyables, puisqu'on n'a jamais autant progressé que dans les périodes de crise. Pour autant, qu'on soit dans un processus d'interaction qui soit un processus gagnant, hein, c'est-à-dire une démarche dans laquelle on va chercher à tirer profit dans tout le sens noble du terme. Et effectivement, une des premières étapes dans tout processus d'évolution, c'est d'accepter qu'on est inconsciemment compétent et que c'est intéressant d'avoir du feedback justement pour devenir consciemment incompétent, c'est-à-dire de découvrir quelles sont les marges de progrès qu'on peut avoir. Donc, on peut s'arrêter, regarder sur soi-même, respirer un peu, reprendre contact avec son environnement, demander du feedback, que ce soit au niveau de sa vie perso ou de son environnement. Et à partir de cette prise de conscience de ce qui nous semblerait bon de faire évoluer, soit à l'égard de nos importants, parce qu'on se rend compte, par exemple, que la qualité du temps qu'on peut passer avec son conjoint, avec ses enfants, avec soi-même aussi, tout simplement, c'est quelque chose qu'on pourrait bien reprivilégier dans notre vie. Donc là, on sera plutôt dans du travail de remise au jour de ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire des valeurs, des importants, que ce soit à l'égard de mon corps, de ma manière de m'alimenter, de ma manière de bouger, ma manière de gérer mon espace de vie. Enfin bref, donc on touchera le niveau des valeurs intrinsèques. Donc on va faire du réalignement en quelque sorte sur ces valeurs, sur cette qualité de présence qu'on a aux autres, sur tout ça. Et puis en même temps réfléchir sur qu'est-ce que j'ai finalement envie de privilégier en termes de services ou de produits à l'égard de mes clients, par exemple. Donc, si je fais de la formation, si je fais des conférences, si je suis un manager vis-à-vis de mes équipes, si, je sais pas, je peux être dans l'hôtellerie, dans quoi que ce soit. Alors, soit je suis bloqué, mais la question, pour moi, c'est de se dire comment aujourd'hui, à l'égard de mes importants, je peux finalement servir davantage. Il n'y a pas une petite nuance que j'aimerais apporter. J'ai eu des bulles qui m'ont monté au cerveau pendant que j'écoutais. J'ai un cerveau TDA, hein, donc vous savez tous qu'un TDA ne fonctionne pas avec des neurones, avec des bulles d'imagination qui montent sans avertissement. Mais j'aurais tendance peut-être à… Je me pose la question, y aurait-il pas une zone grise dans tout ça où l'ego prend un petit peu trop de place, que j'appellerais peut-être se sentir faussement compétent? Il n'y a rien de pire que la personne qui se croit compétent, mais qui ne l'est pas. Alors, la compétence, c'est toujours quelque chose qu'on évalue en fonction d'un environnement donné. Si j'ai jamais joué au football et que je joue avec des copains du quartier qui jouent tous les samedis, je ne suis pas très bon et je vais trouver qu'ils sont assez compétents. Si maintenant je monte au niveau national et que je joue tous les samedis, moi, à ce niveau-là, je ne vais pas me trouver très compétent par rapport aux autres, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, la compétence, elle s'évalue en fonction d'un certain nombre de critères. Alors, après, la question de l'ego. C'est une grande question, l'ego. À la fois, on en a besoin et parfois, il nous dessert. Je pense que là où c'est embêtant, c'est quand je crois que j'ai, au fond, acquis la connaissance ou que je me sens finalement un peu la référence. Souvent, les gens me disent « Apollo, tu es la référence, par exemple, en PNL. » Bon, on a tendance comme ça par… Bon, c'est vrai que j'ai… Confirme, tu es ma référence. Il y a plein de façons il y a des tas d'enseignants, de professionnels à PNL qui ont chacun leur couleur, leur sensibilité, qui sont extrêmement compétents. Et si, tu sais,
Bien sûr que moi, je t'ai accompagné et que pour toi, tu me dis, c'est un peu mon mentor, mais moi, j'ai mes propres mentors et il y en a tout autour de moi, en fait. Donc, l'ego, ce serait peut-être de croire qu'on est en haut de la montagne, mais la réalité, c'est que plus on monte, plus on s'aperçoit que la montagne est grande, enfin, on en a d'autres derrière. Alors, est-ce que je suis enseignable ou pas, par exemple? Est-ce que aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre ou pas? Donc ça, après, c'est une question de valeur et tout ça. Donc, la question de l'ego, elle est vaste. Elle est vraiment vaste. Comment tu répondrais, Paulo, à une question qui m'a été posée, puis j'ai dit à la personne que je te poserais cette question-là parce que je trouvais que ça faisait du sens. C'est bien beau avoir de la visualisation, c'est bien beau se voir dans 5 ans, c'est bien beau, mais demain, on sait que on est dans un nouveau monde, puis un monde que personne ne connaît. Fait, comment je fais pour me planifier dans 5 ans? Moi, j'ai donné ma réponse à la personne, mais j'ai promis à la personne que je te poserais la question également. Euh, j'ai hâte de voir ta réponse là-dessus. Alors, si on parle de visualisation dans le futur, 5 ans, 3 ans, 1 an ou plus, hein, 7 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Moi, je conçois la visualisation dans le futur comme une cible qui va me permettre d'ajuster ma flèche. La seule chose qui est importante, c'est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je décide de privilégier en fonction de l'avenir. Donc, quand on parle de l'avenir, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Par exemple, si on prend le domaine de la PNL, quand on est dans des formations comme tu as pu faire, on va faire rêver les gens à 5 ans, 3 ans, 1 an. Mais à quoi ça nous sert? C'est ça qui est la question. C'est pas, alors même s'il y a des gens qui ont des vraies visions et qui après ils ont envie de tendre vers, je pense à des personnes qui ont décidé, tu connais par exemple cette amie qui s'appelle Béatrice Fornari. Bon, ben, Béa, dans un processus comme ça, un jour, elle s'est donné la permission de rêver d'être un jour sur scène. Et donc ça a réveillé en elle, par conséquent, tout d'un coup, un désir très fort. Donc le rêve, à ce moment-là, il permet de faire ressortir des valeurs importantes. Et ensuite, ce qui a été important, ce n'est pas le fait qu'elle soit sur 5 ans sur scène, c'est qu'à travers ce désir-là, elle s'octroie le droit de commencer à faire des scènes dans sa chambre, à créer, etc. Et il se trouve que la conséquence de ce qu'elle a décidé de mettre en place l'a amenée sur scène 2 ans plus tôt. Et son premier événement, il y avait 450 personnes. Donc, et aujourd'hui, elle est toujours là-dedans. Et quand on lui demande où est-ce que c'est né, elle te dira dans une projection à 3 ans, à 5 ans, après l'oignon. Et des exemples comme ça, j'en ai plein, 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 plein. Tu prends David Laroche, par exemple. Oui, en passant, les gens ne savent pas justement, mais je suis content. Tu as été la personne importante dans la vie de David Laroche. Hein? David, quand il est allé te voir, il parlait pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je me souviens, il me dit, moi, mon trip un jour, c'est de pouvoir parler devant 200 étudiants. Mais à ce moment-là, si tu lui avais dit qu'il serait beaucoup plus loin que ça quelques années après, jamais il l'aurait cru, en fait. Donc, quand tu as un Martin Latulippe qui se lance avec l'Académie Zorémite en 2012, il fait un premier groupe de 60 personnes, quoi français, je crois. Et si tu lui avais dit que quelques années plus tard, il y aurait 2000 personnes qui rentrent en 15 jours dans son académie, il t'aurait dit non, j'y crois pas. Mais on s'en fout du rêve. Mais même si on y croit, le rêve, il ne sert pas, il n'est pas fait pour être… Moi, je dis souvent que les rêves, ils sont là pour nous tirer en avant, soit parce qu'ils vont nous révéler dans des valeurs, et c'est ça, c'est avant. Et puis après, on peut construire, parce qu'effectivement, on peut avoir une vision. Ça n'empêche pas… Moi, j'ai des rêves que je ne sais pas si j'atteindrai un jour, mais ils donnent du sens à ma vie. J'ai un grand rêve un jour, moi, de célébrer le premier… J'adorerais faire un séminaire dans l'espace. J'ai toujours rêvé d'être un jour dans l'espace et de voir la Terre de loin, depuis que je suis enfant. Et quelque chose qui m'a toujours fait rêver, et c'est en alignement sur un des domaines de vie, c'est de célébrer la fin d'un séminaire, de regarder à travers les hublots, et alors qu'on célèbre, on regarde la Terre de loin. Voilà. Pourquoi? Parce que ça évoque tout un ensemble d'éléments là derrière. Je ne sais pas si un jour je le ferai ou pas. Je m'en fous en fait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, pour moi, c'est une vision qui va me chercher profondément. Bon, c'est un niveau un peu plus approfondi de PNL où on va aller travailler voilà, au fond de soi, qu'est-ce qui m'anime. Donc, derrière
toute cette vision, il y a beaucoup d'éléments. Mais voilà. Donc, une vision, tu sais, c'est un peu l'histoire c'est une histoire comme ça que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup aidé en PNL. Parce que, vous savez, quand moi j'ai commencé le développement personnel, on est en 85-86, 1985-1986. Et à l'époque, jusqu'au moment où j'ai connu la PNL, c'est-à-dire dans toutes les fins d'années 80, puisque j'ai commencé la PNL en 1991, j'ai rencontré en 90, mais j'ai vraiment commencé en 91, le temps de monter un premier groupe, de faire venir Alain Quérol à Grenoble, etc. Et pendant toutes ces années, j'ai fait énormément de travail thérapeutique, puisque c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque. On ne parlait pas de développement personnel, on parlait de thérapie. Et on parlait des mouvements de la psychologie humaniste, qui d'ailleurs venaient de chez vous pour la plupart, puisque tout ça, ça vient de chez vous. Et dans ces différents mouvements, il y avait des choses qui sont plus orales, il y avait des choses qui sont plus émotionnelles, des choses plus comportementales, des choses plus oniriques. Enfin, il y avait une espèce de fourre-tout de tout ça. Mais ce qui était commun à tout ça, et ce qui était très fort en tout cas ici, chez nous, c'était que dès qu'on avait quelque chose qui allait pas bien, on allait chercher le pourquoi on souffrait et on revenait à l'origine des problèmes. Et j'ai passé des années à revenir à l'origine des problèmes émotionnels, à pleurer, à crier, à exprimer. Et ça fait du bien, ça m'a libéré d'énormément de difficultés que j'avais. Voilà. Mais au bout d'un moment, quand j'ai découvert la PNL, j'ai trouvé une nouvelle voie, puisque on me disait plus, Polo, à quoi ça te renvoie qui te fait souffrir, mais si au fond ton problème était résolu, ça se passerait comment dans ta vie aujourd'hui? Et là, ça a été pour moi le début d'une nouvelle façon de faire de l'évolution personnelle, où on se centrait beaucoup plus sur à quoi je désire. Et je dois dire qu'avec, dans les années qui ont suivi, j'ai mis beaucoup d'accents et d'objectifs sur, au fond, je suis le premier acteur de ma vie, qu'est-ce que je veux dans ma vie. On avait les visions, les projets, les objectifs, et on était très axés justement sur cette quête, évidemment, d'évolution personnelle. Voilà, c'est moi qui suis le premier leader. Et là, je pense que le côté égoïste, là, pour le coup, était assez puissant. Et puis, après, l'équilibre s'est refait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une approche, y compris en PNL, qui va valoriser autant les états positifs que les états d'ombre, que les fragilités. Pourquoi? Parce qu'on est fait d'ombre et de lumière. Et une ombre, elle a cette force, c'est que, pour en revenir à l'objet d'aujourd'hui, s'arrêter, c'est retourner aussi vers ces zones d'ombre. Pas pour se fondre dedans, se noyer dedans, mais pour aller mettre de la lumière, autrement de la conscience ou du bonheur. C'est-à-dire, je prends conscience aujourd'hui qu'effectivement, je cours un peu vite dans ma vie et que le temps que je vis là maintenant me fait redécouvrir la qualité du temps que je peux avoir avec mes enfants, avec moi-même, et donc retrouver des valeurs, quelque chose qui me redonne du sens, ou élève en tout cas mon niveau de sens. Et du coup, de me dire, je peux aussi réfléchir sur mes projets, mes rêves, et me dire, tiens, finalement, qu'est-ce que j'ai plutôt envie de privilégier cette année? Et les projets, du coup, je peux en avoir. J'ai des projets, mais la réalité, c'est que plus on avance dans le temps, plus l'accélération augmente, je trouve. Et très franchement, je ne sais pas du tout comment les choses vont se passer. Il y a des trames que j'ai en termes d'évolution. Je sais par exemple qu'à l'évidence, l'éducation en ligne est en train de prendre un essor considérable. Donc, mon projet, c'est évidemment de créer des moyens techniques, technologiques et autres pour réorganiser mon activité et servir, même si je privilégie toujours la relation directe, parce que j'aurai toujours des séminaires en direct, parce que c'est ce qui m'anime le plus, c'est la connexion directe. Mais la réalité, c'est que je prends aussi beaucoup de plaisir à être connecté, y compris avec vous aujourd'hui ou avec tous ceux qui nous écoutent, à distance. Mais je n'aurai pas le même niveau de qualité. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des visions, de m'adapter à l'évolution, évidemment, du monde, et puis m'interroger. Moi, la vraie question que je me pose toujours, c'est à quoi je peux et comment je peux servir, en fait. Mais c'est la base du business, en fait. Voilà. Donc, la vision, elle peut être utile pour simplement m'orienter aujourd'hui. Elle donnera du sens à ce vers quoi j'ai envie de tendre aujourd'hui. Elle peut aussi m'aider à clarifier vers quoi j'ai plutôt envie d'aller, parce que je pense que aussi, c'est comme un marin qui sait où il va, quoi. Hein. C'est-à-dire que quand on sait où on va, c'est plus facile de choisir. Et justement, moi, je fais la personne qui nous écoute, parce que les mécanismes, tu m'es enseigné, puis aujourd'hui, je les enseigne aux gens. Mais moi, j'ai tout perdu. Là. Moi, c'est quoi ma vision? Là? Moi,
j'ai plus rien, là. Moi, j'ai plus d'argent. Je suis en train de me séparer. Je suis en train de tout perdre. Comment, Comment faire? j'arrive à au moins, aujourd'hui, je le sais, puis je te dis merci parce que grâce à toi, moi, je porte la colère, mais j'ai compris que j'atteignais la rage. Puis quand j'atteignais la rage, ben, c'est parce que je tombais dans une zone totalement d'impuissance, puis que là, à un moment donné, mais j'ai réussi à tempérer ces choses-là par des outils que tu m'as transmis. Mais moi, je me mets dans la tête de Sylvain en 2017 qui porte la colère sans vraiment l'assumer, que tout son monde s'écroule, qu'il n'est pas un sportif, puis qu'il n'a pas les capacités de demander de l'aide, parce que ça prend du courage. Quel serait le message que tu aurais à passer à cet homme-là ou cette femme-là qui nous écoute actuellement? La première chose que j'ai envie de faire, c'est lui dire ça va bien se passer. À partir du moment où tu décides de faire de cette situation une occasion de grandir. La deuxième chose, après, c'est comment. Pour moi, la priorité, elle est toujours de revenir ici et maintenant. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Peut-être que tu vis de la peur, de la colère, de la tristesse. OK. Pose ça. Mets des mots MOT sur ces mots MAUX. Et qu'est-ce que ces éléments t'amènent à réaliser en termes de ce qui est important pour toi? Je vais te donner un exemple. Il y a 2 jours, j'avais une interaction avec une personne qui vit des très, très grosses difficultés. Elle s'est fait licencier au mois de novembre et elle se retrouve vraiment avec des situations de peur, avec des vagues de peur. C'est quelqu'un qui a vécu une enfance extrêmement difficile, qui a grandi un peu à moitié dans la rue, qui est passé de centre en centre, enfin je vous fais le décor, et qui, ado, s'en est sorti parce que c'est le sport qui l'en a sorti, il est devenu éducateur, et puis après il a passé sa vie à faire du coaching, mais il travaille ensuite pour une société, je vous le fais court, et il se fait donc licencier. Donc c'est très dur, hein, ce qu'il vit. Et c'est d'autant plus dur qu'il m'explique que l'écroulement dans lequel il est, ça le ramène à toute l'insécurité qu'il a connue. Et alors que c'est un gaillard qui est costaud, qui a fait des forces spéciales, enfin, le type, il en a dans le ventre, mais là, il est psychologiquement, enfin, c'est lourd pour lui. Pourtant, c'est quelqu'un qui a naturellement, si je comprends bien, là, c'est quelqu'un qui a été habilité à faire face à l'adversité, mais là, il est dépassé dans sa perception, il n'y a plus d'outils. Absolument. Okay. Ce qui veut dire qu'au moment où il me parle, il vit une réalité neurophysiologique qui est celle de type qui est perdu, en fait. Qui est perdu, qui est triste, qui se sent plus bafoué, parce qu'il a été viré de manière pas très propre, enfin, on va dire, etc. etc. Je dis la première chose, qu'est-ce que tu vis? Je me sens en colère, triste, je suis dégoûté, enfin bon, avec plein de termes de cet ordre-là. Donc on va mettre des mots sur ces mots, MAU. Et ensuite, je lui dis, est-ce que tu as décidé aujourd'hui, est-ce que tu es décidé aujourd'hui à faire de cette situation une opportunité? Et si je te pose la question, c'est parce que je voudrais que tu me dises si c'est vraiment décidé intérieurement. Parce que c'est OK que tu sois au fond du trou, mais est-ce qu'au fond de toi, tu es OK pour faire de cette situation une opportunité? Je vais te dire rapidement les risques quand une personne est fragilisée là-dedans. La première, c'est de rejeter la responsabilité sur l'environnement. Environnement immédiat, les autres, l'histoire, être là, être là. La deuxième chose, c'est la culpabilisation. C'est-à-dire la critique, la culpabilisation, la dévalorisation. C'est la deuxième chose qui est le risque psychologique. Je me dévalorise, je dévalorise l'environnement. Et ça va participer à un troisième niveau qui est la plainte, le besoin de se plaindre, besoin psychologique de se plaindre ou d'être reconnu comme une victime. C'est très puissant ça. Hein. Et ça va descendre le système nerveux inconscient dans une fragilité physiologique qui va l'inviter à croire que l'environnement a le pouvoir de l'aider. Et comme il ne le fait pas, il a aussi le devoir de le faire. Mais comme il ne le fait pas, il est en colère. Donc il y a 2 dimensions qui vont faire descendre la personne. C'est le sentiment de ne pas être important. Et le deuxième, d'être maltraité par l'environnement, d'être injustement traité. Ça va générer de la colère. Et ça va participer à sa chute.
à son accélération. Je veux dire neurophysiologiquement, c'est-à-dire que c'est le système préconscient et inconscient qui est très puissant, le cheval, hein, conscient le cavalier, inconscient le cheval, qui va prendre la main là-dessus. Et là, comme il va vivre des vides de plus en plus importants, eh bien, il va développer des comportements qui vont faire de la recherche de bien-être immédiat, comme par hasard, en agissant sur des comportements qui vont le desservir à moyen terme et long terme. Vous voyez un peu, je vous le fais très rapidement. Voilà. Oui, puis c'est exactement ce qu'on a fait, toi puis moi, dans le travail qu'on a fait dans les 3 dernières années. Et c'est pour ça que... Voilà. Donc, c'est important je renomme des choses que je revois. Donc, et quand on est là-dedans, il ne faut surtout pas s'en culpabiliser, c'est normal. Bon, je ne vais pas faire un cours de 3 heures, mais toute la mécanique neurologique va logiquement nous amener là-dedans. Ce n'est pas pour rien que les gens s'autodétruisent, c'est parce que ça répond à des lois neurophysiologiques, qu'on peut tout à fait inverser, mais ça demande, là pour le coup, de passer dans les autres axes et qui sont naturellement, c'est pas automatique. C'est automatique si je vais bien, mais si je vais pas bien, c'est pas automatique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est contre-intuitif, c'est ça que je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'autre dynamique qui va me tirer vers le haut, et c'est celle-ci qui va créer des héros dans toutes les situations de crise, et pas seulement d'ailleurs, mais surtout dans les situations de crise. Et ça n'a rien à voir avec le niveau éducatif, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec le statut social. Et c'est ce qui fait que dans toutes les grandes histoires où il y a eu des crises extrêmement fortes, on a vu naître des héros. On a vu naître des leaders. Et parfois, ce n'était pas du tout la personne qu'on attendait. Même, par exemple, des gens qui ont été très entraînés, ou etc., ce n'est pas forcément eux qui vont devenir des leaders. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire de quotient intellectuel, c'est une affaire de quotient émotionnel. Ce quotient émotionnel, c'est quoi? C'est la faculté, quelle que soit la situation, non pas à rejeter la responsabilité, mais à prendre la responsabilité de ce que je peux faire face à la situation. Et parfois, s'arrêter, ça fait partie de la responsabilité. S'arrêter, méditer, se poser, etc. Donc, parfois, il est plus urgent de ne rien faire que de continuer à être en suragitation. Donc, c'est passer du rejet de la responsabilité à la responsabilité. Vous me suivez? Absolument. La deuxième, c'est qu'au lieu d'être dans de la dévalorisation, dans du rejet, dans de la critique, dans de la culpabilisation des autres du monde, on va reprendre, on va valoriser. Valoriser, et c'est ça que je fais faire à mon bonhomme quand je lui dis, est-ce que tu es prêt à faire de cette situation qu'effectivement, ça c'est une fois qu'on a mis les mots MOT sur les mots MEX. Deuxième étape, est-ce que tu vas faire de cette situation, c'est une vraie décision. J'entends que tu ne vas pas bien, mais au fond, est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu veux faire de cette situation une opportunité? Ah, mais j'en vois pas. Je sais que tu n'en vois pas, sinon il y avait longtemps que tu l'aurais fait. Mais est-ce que tu es OK de prendre cette décision? Et c'est une vraie décision. En termes de Gestalt, on dira que je veux vérifier qu'une fois qu'on a accroché l'envie, on est prêt à y mettre le temps, l'énergie, etc. Et ça découle d'une décision. Pourquoi? Parce qu'il va falloir prendre la responsabilité. Donc, 1, je prends la responsabilité. Et 2, est-ce que je suis prêt à accueillir cette situation comme une opportunité? Au fond, à aimer cette situation. Non pas la dévaloriser ou la rejeter, mais l'aimer. La bénir. Ça veut dire, 1, l'accueillir, la valoriser, la considérer, la bénir. Pourquoi? Parce que c'est dans cette interaction de qualité, d'amour, que je vais avoir la phase 3 qui ne sera pas d'être en victimisation, mais d'aller chercher cette créativité, cette puissance intérieure. Et là, on va canaliser cette puissance dans 3 axes, je vais en parler, mais qui vont donner l'occasion à la personne de grandir. Et c'est comme ça qu'elle va trouver sa puissance. Sa puissance, elle va trouver sur 3 axes. Le premier, et c'est pour ça que s'arrêter est parfois la chose la plus importante à faire, inspirer, sortir de ce bêta supérieur qui est en agitation, descendre un peu plus dans le mode alpha, ressentir, méditer, faire du sport, redescendre dans le corps, c'est la priorité numéro 1. Inspirer, sourire, reprendre contact avec ce qui est bon. Voilà. Et peut-être que c'est juste retrouver, si j'étais dans la peur, que ça veut dire simplement que derrière, j'ai besoin de retrouver la confiance. Si je manque d'argent, ça veut dire simplement que j'ai un désir important d'être nourri économiquement. C'est une valeur. C'est l'exercice que je fais faire à mon monde, puis tu pourras capitaliser là-dessus. L'exercice de la coercition cardiaque, les 10 secondes
On inspire, puis quand on le fait, je vous invite tout le monde qui prenne le temps d'écouter, mettez vos 2 pieds à plat. Détendez-vous. Au son de Polo, tu peux peut-être le faire le décompte, ou je peux le faire aussi, comme tu le sens. C'est sûr que là, présentement, moi, je suis l'élève avec le coach, mais je peux prendre le rôle du coach aussi. Là. Ouais. Je te propose qu'on n'ouvre pas un exercice à chaque étape parce que sinon, on va y passer. Non, mais justement, l'idée, c'est d'arriver avec un tempo de 10 secondes en inspire et un tempo de 10 secondes en expire. L'idée, quand Polo vous parle de prendre une pause, à force de développer cet exercice-là, puis il n'y a rien qui vous empêche de le faire 50 fois par jour, là. Mais de commencer à prendre cette discipline-là pour ceux qui sont agités et qui sont dans l'état de la panique, ça, c'est un des outils que Polo m'a enseigné. Puis de là, ben... Ouais, moi, j'ai une séquence qui est très courte, hein, si ça peut vous aider. C'est inspirer, fermer les yeux, inspirer, sourire et dire merci. Voilà. Fermer les yeux, inspirer, sourire et juste dire merci. Pourquoi? Parce que inspirer, c'est un mouvement naturel que vous avez quand vous êtes détendu. Fermer les yeux, ça vous ramène sur vous-même. Sourire, ça vous met dans une disposition d'esprit et qui est en fait une position de gratitude, en fait. Et dire merci, ça renforce encore le processus. Donc, c'est la séquence la plus rapide que je connaisse pour me ramener. Bon, en tout cas, ça nous ramène dans ici et là maintenant, pour reprendre ce que j'évoquais tout à l'heure Alain Guy. C'est voilà, se revenir ici et maintenant. C'est quoi mon important? Et à partir de là, de mettre des mots MOT sur mes importants et de me promettre de les prendre en compte. Et puis après, ça va donner l'objet. Si par exemple, je réalise que ce manque d'argent que je vis, c'est simplement, je dis toujours qu'une frustration, l'intensité d'une frustration est proportionnelle au désir, à l'important qui est derrière, à la valeur qui est derrière. Donc, il y a derrière toute frustration le germe d'une satisfaction au moins, sinon plus élevée. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si on a des frustrations, c'est juste des marches qui nous indiquent qu'il va falloir apprendre à chercher son potentiel pour grandir. Quand toi, tu fais du sport, tu décides de prendre des poids, j'aime bien l'image, on décide d'aller à la contrainte, face à la contrainte, pour développer des ressources internes. En l'occurrence, ici, elles sont physiques. Mais on peut en développer aussi sur le plan émotionnel, on peut en développer sur le plan, sur tous les plans. Donc, l'idée, c'est vraiment de passer dans ce mindset-là. C'est de se dire, quelle est l'opportunité de cette situation? Et dans toute crise qui entraîne évidemment des problèmes plus importants que la normale, recèle des opportunités plus importantes que la normale. On a toujours les deux polarités. Toute crise, là aujourd'hui, il y a une crise économique qui va commencer pour un certain nombre de personnes, mais cette crise économique, elle cache en son sein des opportunités économiques, au moins si ce n'est plus importante encore. Parce que c'est une loi universelle. Vous trouverez toujours la nuit, le jour, le bien, le mal, le bon, le mauvais, le riche, le pauvre. Toute crise génère des problématiques. Toute situation de l'histoire, aussi dramatique ont-elles pu être, ont généré en même temps des élans de croissance, de prise de conscience, de positif aussi élevés, sinon plus. Parce que c'est une loi de la nature. Donc la vraie question, c'est de se dire, c'est pas et si je faisais une opportunité, c'est quelle est l'opportunité de cette situation? Comment je peux aimer cette situation? Parce que je crois que c'est en aimant la situation que je génère en moi la meilleure disposition d'esprit pour interagir avec cette situation et grandir avec. Plutôt qu'être dans le rejet ou l'attaque, enfin rejet ou attaque de la situation, je vais me mettre en amour avec. Et l'amour, le lien, ça n'a rien, ça a toujours servi à une chose, c'est grandir en fait. À partir du moment où deux cellules ne communiquent plus, elles vont s'autodétruire, ce qu'on appelle un cancer. À partir où deux personnes dans un couple ou dans deux associés qui ne se parlent plus, du coup, ils vont se séparer en fait. Au contraire, si cette communication est co-constructive, eh bien, elle va aller vers de l'unification. Donc, on est soit dans les lois de l'amour qui nous font grandir vers le succès,
soit on est dans les lois de la division. Et en fait, en permanence, dans toute seconde, dans toute situation, on a le choix d'aller vers le paradis. Ce sont les lois de l'amour et de la réunification. On est donc dans un monde divin. Soit on est dans un monde de division, c'est-à-dire un monde de lois qui vont nous diviser, nous culpabiliser, nous détruire. C'est ce qu'on appelle le démon, le démoniaque. Voilà. Mais en fait, on peut faire de toute situation. Donc, face à la crise, la situation de crise, elle révèle chez moi. Elle m'oblige à aller me chercher là-dessus. Si je tombe dans l'eau et que je manque de me noyer, heureusement qu'à ce moment-là, je peux mobiliser des ressources pour me sortir d'une situation dans laquelle je n'ai pas du tout l'habitude, mais qui sera l'occasion probablement de développer des nouvelles ressources. Et ce que je prenais pour une crise aujourd'hui, à force de m'y confronter, va devenir quelque chose de tout à fait naturel. Ouais. Quand on forme des gens sur un vélo ou quand on les forme en sauvetage en mer, comme j'ai pu faire pendant 5 ans, au début, c'est la première fois que je suis arrivé au bord de l'océan, en pleine marée d'équinoxe, où on avait des vagues, on pouvait impossible de sortir un bateau, j'ai cru mourir, etc. Jamais j'aurais pensé qu'en quelques semaines, je nagerais comme un poisson dans l'eau dans des vagues de 4 ou 5 mètres. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais la flip de dingue. Et les premières conférences pour lesquelles j'ai été sollicité, la grande première, j'y suis jamais allé. Parce j'avais tellement la flip, c'est vrai que j'ai inventé un problème de voiture et ils m'attendent toujours. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est complètement réglé, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'assume une conférence où il y a 1000, 2000, 3000 personnes, c'est sûr qu'il y a une montée évidemment d'insécurité, toujours, c'est normal. J'ai appris à aimer cette petite. Alors évidemment, c'est pas aussi fort qu'avant, mais en fait, c'est très curieux parce que c'est en accueillant justement ces fragilités qu'on va pas les rejeter, mais qu'on va les accueillir, grandir avec. Eh ben oui, il y a une partie de moi qui est insécurisée, une partie de moi qui est en colère, il y a une partie de moi qui aimerait arrêter, il y a une partie de moi qui voudrait abandonner, il y a une partie de moi qui… Voilà. Mais j'accueille. Et je pense que plus on est au contact de ce que l'on vit, plus on sait mettre des mots, MOT sur ces mots MAUX, plus on peut aller découvrir derrière, en fait, ces désirs profonds. Qu'est-ce que ça révèle d'important? Moi, j'ai perdu. Je confirme, en passant, c'est une des choses que tu m'as enseigné longtemps. Moi, depuis que j'étais jeune, on m'a souvent reproché mon côté colérique. Mais oui. Toi, tu m'as permis de vivre cette colère-là. Puis curieusement, en vivant ma colère, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je la maîtrise à 100%, ça serait de mentir. Mais au moins, je vois une belle amélioration. Puis aujourd'hui, j'arrive à faire la différenciation entre la colère puis la rage. Donc, à cette heure, souvent, les gens voyaient la rage, mais je ne savais pas que c'était la rage. Je pensais que c'était la colère. Aujourd'hui, avec ces exercices d'accueil-là, j'ai compris que quand la rage arrive, c'est parce que mon sentiment d'impuissance est tellement grand. Donc, à ce moment-là, je reviens en conscience de dire qu'est-ce que j'ai le contrôle actuellement? La colère reste présente, mais je t'avouerais que dans les 3 ans qu'on travaille ensemble, j'ai réussi à mettre ça en application, justement. Puis… Et elle est très importante parce que la colère, elle découle d'une règle du jeu qui ne me convient pas, en fait. Hein. C'est ça qui va créer de la tension, de l'acidité, même parfois au fil des ans. Donc, la colère, en fait, pourquoi elle fait monter, à la différence de la… Alors, il y a la peur qui fait monter ou descendre. La tristesse, elle nous fait descendre en termes d'énergie. La colère, elle nous fait monter. Pourquoi elle nous fait monter? Parce que tous les grands leaders de ce monde sont animés de colère. Sauf qu'il y a 2 façons d'être dans la colère. Soit c'est une colère qui va être culpabilisante, destructrice, dévalorisante, critiquante, destructrice. Soit c'est une colère qu'on va trouver chez tous les grands leaders qui ont changé le monde, qui a amené cette espèce de passion et qui a fait dire à Martin Luther King, si un homme ne sait pas pourquoi il est prêt à vivre, il n'est pas digne de vivre, en fait, en gros. Bon, ce qu'il voulait dire derrière ça, c'est à quel point c'est important de trouver du sens à la vie. Mais c'est des gens qui étaient investis d'une colère forte, d'un sentiment d'injustice très fort. On prend une mère Teresa, par exemple, elle était animée de tout ce qui a fait son œuvre, a été managée au niveau interne par un vrai sentiment d'injustice. Et elle s'est battue toute sa vie, non pas pour détruire, mais pour construire face à cette injustice. Donc, on prend un Gandhi, hein, par exemple,
c'est la même chose. C'est d'abord Gandhi, à l'origine, c'est un homme qui est violent, qui battait sa femme. Enfin, il était intolérable. Voilà, il était complètement. Voilà. Et un jour, il s'est rendu compte de ça et ça a été le point de départ d'un changement considérable. Donc, il sera en colère jusqu'à la fin de ses jours, Gandhi. Mais sauf que c'est une énergie, c'est une justice, c'est à travers une exigence que ça va se canaliser. Au même titre qu'un sportif qui a pris la décision qu'il ne lâcherait jamais sur sa destination. Ça me fait penser, messieurs, je réfléchis depuis tantôt, je suis peu bavard, là, mais mon hamster roule énormément. J'aimerais vous partager une autre de mes cartes que j'ai choisies, mais en fait, je viens de la changer pendant que vous parlez. Ce que je réalise, c'est qu'on est exposé en ce moment à une crise. Ça nous amène à une introspection où on va faire un choix d'aller de l'avant ou aller se cacher derrière notre peur. Mais viendra le temps où on aura à assumer la suite des choses. Et la citation que je me permets de vous lire, excusez-moi, s'intitule « Le leader visualise les chapitres de sa vie ». Et ça va comme suit. « Et si les chapitres de notre vie s'écrivaient comme je suis en train de rédiger cette citation? En ce moment même, j'ai le choix du style, du contenu, ainsi que de la profondeur du texte, selon l'approche positive ou négative que j'utiliserai. Évidemment, la vie ne se résume pas qu'à un simple exercice d'écriture où tout se déroule selon notre scénario. La vie est remplie d'épisodes que nous n'avions pas prévus et de dénouements que nous aimerions revisiter. Néanmoins, notre vie n'est pas que le fruit d'une hasardeuse aventure. Elle est également, en partie, ce que l'on en fait. Certains se contentent d'exister en criant à l'injustice, alors que d'autres préfèrent participer à la vie à titre de complice. Le leader peut aussi se laisser bercer pour le plaisir d'exister, mais quand vient le temps d'offrir un éclairage à la vie, il sort sa plume et s'applique à rédiger le prochain chapitre. Alors, ce serait quoi les prochains chapitres que les gens pourraient s'attarder à écrire en profitant d'une crise pour aller de l'avant quand viendra la fin de cette crise? Alors, là encore, il y a des choses sur lesquelles on a la main et d'autres sur lesquelles on n'a pas la main. Moi, je reviens toujours sur, au fond, qu'est-ce qui est important dans ma vie et en termes de service, à quoi j'aspire vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mes clients, si j'en ai, vis-à-vis de mes collaborateurs, de mon entreprise, etc. Comment je peux donner de la valeur? Donc, les choses changeant, si j'ai du temps, soit je passe mon temps en me disant c'est les vacances, je profite de Netflix et je passe mon temps à regarder des films, je ne sais pas quoi, soit je me dis, quel est demain, à l'égard de ce qui m'anime le plus, quelle est la compétence sur laquelle aujourd'hui je peux me mobiliser et qui va me servir demain? Et c'est là que je commence à écrire le prochain chapitre. Pourquoi? Parce que je décide de faire de ce temps une occasion de grandir. Et la vraie question, c'est, OK, grandir, apprendre, se développer, mais pour aller où? Pour faire quoi? Donc, ça présuppose une deuxième, un sous-jacent, c'est quoi mon rêve demain? À l'égard de mon job, à l'égard… Et si, par exemple, je souffre d'argent, peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui d'apprendre à en gagner de l'argent. Parce que d'abord, j'ai envie d'en avoir. Est-ce que je suis prêt à me mobiliser? Et il y a plein de façons d'apprendre à gagner de l'argent, ou à créer des revenus autrement, ou travailler autrement, ou de former mes gens autrement. Enfin, il y a plein de façons. La vraie question, c'est que est-ce que j'ai envie d'évoluer? Et comment je pourrais profiter de ce temps pour développer ce que j'appelle du capital en termes de connaissances, en termes de manière d'être au monde, en termes d'attitude, de savoir-faire. Et c'est là que j'écris l'histoire. Peut-être, la vraie question, encore une fois, c'est qu'est-ce que je peux profiter de ce temps? Comment je peux profiter de ce temps pour grandir? Et si je ne sais pas comment faire, ou si je ne sais pas quoi faire, c'est qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens que je peux appeler pour aider, en fait? Juste les aider. Et c'est là que je vais apprendre à faire confiance à l'avenir. Parce que je ne sais pas, moi, comment ça va redémarrer. Très franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas si dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais ça ne m'empêche pas d'anticiper et de me dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, j'ai envie de dans mon organisation et qu'est-ce que je peux mettre en place
pour que demain, alors moi, mes équipes, ça, pour que demain, on puisse anticiper l'avenir au mieux à l'égard des services qu'on a envie de donner. Et s'il y avait quelque chose que je pouvais apprendre qui pourrait faire que demain, je serve davantage. En tout cas, dans le domaine dans lequel j'ai envie d'aller. Ben, je vais profiter de ça parce que, bon, Juste moi, comme ça, je suis un coach. Oui. Juste pour finir par rapport à la question je trouve pertinente, c'est comment j'écris mon prochain chapitre. Ben, ne sachant pas où on va aller, je vais travailler sur qu'est-ce que j'ai envie de donner et à qui en fait. Et voilà, c'est faire grandir en tout cas mon pouvoir, mon potentiel autour du service que j'ai envie de donner. Peut-être c'est l'occasion d'écrire un livre, peut-être de faire des… J'en sais rien, je ne sais pas. Après, à chacun de trouver, il n'y a pas de… La vraie et bonne réponse, elle sera interne. Oui, Sylvain? Ben, justement, je suis content que tu amènes ça comme ça parce que il y a plusieurs personnes qui me demandent, comme moi, je suis certifié coach dans le monde du sport, je me sers de la PNL comme outil. Je ne suis pas certifié coach PNL, mais je suis en train de travailler vers là. La période qu'on vit actuellement est une merveilleuse période pour se former, justement. Et si les gens qui écoutent cet audio-là, cette visuelle-là, moi, personnellement, j'ai choisi de me faire former en PNL par toi, même si on est à 5000 km de distance. Dans les 3 dernières années, j'ai jamais vraiment senti la distance. T'offres maintenant, je pense, depuis septembre dernier, des formations à distance où on n'a pas besoin d'être en présentiel chez toi, là. Hein? Chez moi, tu as les deux, c'est-à-dire que tu peux être en présentiel ou être en ligne. Oui, ben c'est ça. Pour se faire former, quelqu'un qui, exemple, dit tabarouette, moi, je voudrais devenir coach parce que j'ai une mission, je veux aider les gens. Et parce que la plupart des gens que moi je parle, je leur dis si tu veux devenir coach, va te chercher au moins une certification parce que aujourd'hui, puis je pense que tu vas être d'accord là-dessus, trop de gens se nomment coach sans coffre à outils efficace, à mon point de vue. Ouais. Bah, c'est-à-dire que comme le coaching, de toute façon, ça peut s'appliquer à peu près à tout. Après, la question, c'est de quoi on parle quand on veut devenir coach. Mais évidemment, il y a des certifications de coaching, il y a des outils. Mais quelqu'un qui voudrait se former dans ton institut, ce que je suis en train de t'offrir, c'est de dire au monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je demeure à Québec, mais toi, tu es en Europe, je ne pourrais jamais prendre une formation avec toi. Aujourd'hui, avec le confinement, on a un accès virtuel, puis tu as des programmes de formation, je pense. Hein? Moi, je pense que la première chose avant d'être chercher à être coach, c'est s'occuper de son propre développement. Je suis un peu direct, mais… c'est ce qu'on a fait dans les 3 dernières années, fait que je te dirai pas non. En le faisant, d'acquérir les outils qui vont permettre ensuite d'amener d'autres à le faire. Ce que je peux parfois reprocher aux formations de coaching, quelles qu'elles soient, c'est qu'on intègre des choses juste pour apprendre à accompagner d'autres personnes. Et moi, aujourd'hui, je mesure la qualité d'un coaching au développement qu'il entraîne pour moi. Et qui va ensuite… Explique ce que tu viens de dire. J'ai entendu les mots, puis ça a accoté quelque chose dans mon esprit parce que je l'ai noté. Réexplique ce que tu viens de dire, s'il te plaît. J'évalue la qualité d'une formation de coaching par son impact sur mon propre développement. Et si effectivement, je me développe parce que j'intègre des outils, des stratégies, des savoir-faire, des connaissances, des sensibilités qui me donnent de l'accélération, qui me donnent du développement, non seulement je l'aurai expérimenté, mais je n'enseignerai jamais aussi bien quelque chose que j'ai expérimenté. Alors après, il y a vraiment le métier de coach. Le métier de coach, il y a un vrai savoir-faire. Si tu veux, pour moi, dans le coaching, il y a deux types d'outils qui se croisent un peu. Et c'est pour ça que ça dépend de quoi on parle en termes de coaching. Je peux être un très bon cuisinier et faire du coaching de cuisine. C'est-à-dire que je ne suis pas seulement un coach, je suis aussi un peu un consultant. C'est-à-dire je donne des prérogatives. Aujourd'hui,
un coach, si on va dans la spécificité d'un coach, un coach, c'est quelqu'un qui va t'aider par le biais de questionnements à clarifier ce qui est important pour toi, où est-ce que tu veux aller, comment trouver tes ressources et avancer. Et au lieu de t'apporter des réponses, il va surtout t'aider à les trouver. Mais si moi j'intègre un processus de coaching, la meilleure façon d'évaluer la qualité de ce coaching, c'est est-ce que ce coaching me fait grandir? Tu vois? Et malheureusement, il y a de formations, en France, on est particulièrement fort là-dessus, mais j'ai vu des formations de coaching avec des très, très gros classeurs, avec des très, très gros trucs, et des gens qui arrivent à la formation de coaching, ils en sont toujours au même niveau. Ils ont acquis des connaissances, mais rien n'a changé dans leur vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oh, oui, oh, oui, tout à fait. Alors, après, ça peut devenir des gens qui retransmettent des bonnes données, des bonnes connaissances, mais malheureusement, ça manque pour moi de substance, d'expérience, tu vois. Donc, je dirais qu'une première chose à faire, si j'ai envie d'accompagner les autres, c'est déjà de me dire où est-ce que j'en suis moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir dans ma propre vie, et est-ce que la formation que je suis en train d'intégrer, elle a un impact sur mon propre développement. Puis il faut faire attention aussi, si je comprends bien, pour pas qu'il y ait des gens non plus qui disent ben, je vais aller me former au coaching, ça va me faire grandir, puis après ça, je vais. Mais si je comprends bien, il faut d'abord régler nos problèmes personnels. Et là, ça éveille chez certaines personnes, des fois, le syndrome de l'imposteur parce qu'ils ont un bagage à transmettre, mais pour eux autres, ils sentent leur douleur. Fait que là, je vois des blocages à travers certaines personnes que moi, j'aide à avancer. Mais en même temps, puis je suis le premier à le dire, j'avais pas intégré le développement personnel dans mon métier de coach en vélo. J'ai connu du succès, ceux qui me connaissent, ceux qui suivent ma chaîne, mais j'ai connu des insuccès parce que justement, mon développement personnel était défaillant, puis c'est ce qu'on a travaillé dans les 3 dernières années. Maintenant, la question est la suivante. Ce que je veux te dire, c'est que ça dépend du type de coaching que je veux faire. Si par exemple, demain, je vais être coach vocal parce que je suis professeur de chant, eh ben, je suis tout à fait capable de t'aider à développer ta voix parce que j'ai appris tout un ensemble d'outils, de sensibilités que j'ai développés, j'ai des éducatifs et je peux très bien te faire du coaching vocal parce que c'est mon métier, parce que c'est un savoir-faire, tu vois. Et on ne va pas forcément faire du développement personnel, on va développer des dimensions que tu as toi. Comme moi, dans le temps que j'étais dans le vélo, j'étais dans le savoir-faire, mais pas nécessairement dans le savoir-être. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que si tu vas plus loin dans le développement de la personne, pour connaître par exemple des coachs vocaux qui se sont formés, mais du coup, ils font toujours le même métier, mais ils vont intégrer des dimensions qu'ils n'avaient pas forcément intégrées avant, du développement de la personne. Voilà, donc tout ça est très vaste. Donc moi, j'inviterais d'abord quelqu'un, si ne s'est pas formé, à commencer par, tout dépend de qu'est-ce qu'il veut faire en fait. Donc le monde du coaching, c'est très vaste, d'accord? C'est très vaste. Mais dans tous les cas, je te rejoins, je pense que suivre une formation, quelle qu'elle soit, c'est une très bonne idée quand même. Si souvent, on mélange. Suivre des formations avec toi au niveau… excuse-moi, Alain, tu avais quelque chose à dire, vas-y. J'allais juste dire, souvent, on mélange la notion de formateur, coach et mentor. Bon, c'est des vases communicants d'une certaine façon, là, mais j'aimerais avoir un petit peu ton avis là-dessus, Paulo. Elle est où la ligne de démarcation entre ces 3 jeux de rôle-là? Alors, pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui a intégré la dimension que je souhaite un jour intégrer. Par exemple, je vais prendre quelqu'un qui est la représentation soit d'une connaissance, d'un savoir-faire, en général ça touche plusieurs niveaux, connaissance, savoir-faire, intégration, de ceux que j'aimerais vraiment. Par exemple, j'aimerais faire des séminaires sur je sais pas moi, sur la méditation. Eh ben, tout de suite, quelqu'un qui représente pour moi vraiment, qui a réussi là-dedans, c'est François Lemay. Donc, il sera un mentor pour cette dimension-là. Si je veux apprendre la cuisine, ben, je vais chez Paul Bocuse et puis je vois un type qui fait ça de manière exceptionnelle. Si je veux, le fait d'être au contact d'une personne qui a intégré de manière très élevée ce à quoi j'aspire le plus, ça va être un booster énorme en termes de croyances, de sensibilité, de connaissances, de savoir-faire, de style de vie, de manière de fonctionner, de niveau d'exigence. Donc, il va me télécharger de quoi m'accélérer. Donc, c'est un exemple. Maintenant, cette personne, elle n'a pas forcément la pédagogie pour me former.
elle n'a pas forcément les stratégies pour me former. Moi, par exemple, je suis devenu maître nageur. Donc, j'ai travaillé à un moment donné avec des gars qui étaient extrêmement forts. Je me souviens, je faisais du scolaire et j'avais dans mes équipes des maîtres nageurs qui avaient été champions de France, voire même certains, plusieurs fois champions de France, qui avaient donc un niveau très élevé. Mais quand ils étaient devant des gamins, ben, ils ne savaient pas comment leur expliquer, parce que pour eux, ils en étaient à sentir la glissée de l'eau entre les doigts de pied, quoi, en gros. À jouer sur une traction, sur une poussée. Enfin, c'était très. Donc, ils étaient à un niveau d'expertise qu'ils ne pouvaient pas adapter à des enfants. Il y avait un écart qui était trop important. Et pour eux, l'enjeu, c'était la technique. Mais la prise en compte de la personne dans sa sensibilité, tout ça, ce n'était pas du tout leur terrain de jeu. Malheureusement, quand on est avec des enfants, notamment qui ont peur de l'eau, et même des adultes, il y a toute une dimension qui est à prendre en compte, qui est dans la relation, qui n'a rien à voir avec la technique, qui a à voir avec la relation. Ça s'apprend. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout dépend pourquoi on est là, en fait. Donc, un mentor, pour revenir sur ta question, c'est quelqu'un qui a intégré, c'est le super nageur. Et lui, quand je le vois faire, je le filme, je le regarde, il ne sait pas comment il est bon, mais moi, je décortique en le regardant faire et je me dis, waouh, quelle excellence. Donc là, c'est un modèle. Et le cerveau droit, il adore les modèles. Si par exemple, je joue au tennis, ben, c'est intéressant que j'aille voir les représentations, pour moi, des personnalités les plus élevées dans ce domaine. Si je vois qu'il y en a un qui a un coup droit fantastique, eh ben, je vais aller regarder les films, je vais passer ça au ralenti et je vais travailler là-dessus. Moi, j'ai fait des arts martiaux à une époque. Bruce Lee, c'était pour moi une référence. Donc, je regardais des films, je regardais jusqu'à sentir son énergie, tout ça, parce qu'avant d'aller me confronter à un combat, ben, c'est sûr que ce modèle-là, il me boostait complètement. Ça, c'est ce que j'appelle du mentorat. Ensuite, on a le formateur. Le formateur, c'est celui qui a acquis la pédagogie pour me dire, ben, tu vois, Polo, si tu veux piloter cette voiture et commencer par passer ce virage le plus rapidement possible, je vais t'expliquer. Il faut le prendre comme ça, il faut régler cette courbe sur tel truc, il faut passer à la corde à ce niveau-là et faire ta sortie de virage ici. Et pour aller jusque là-bas, on va commencer par y aller par étapes. Il y a une première étape qui est d'apprendre à freiner avant d'arriver dans le virage. La deuxième étape, c'est lâcher le frein au bon endroit. La troisième, c'est d'envoyer ta courbe sans casser trop ta courbe pour profiter de la courbe et être au maximum de tes appuis, déplacer ton corps à gauche ou à droite en fonction de la situation et reprendre ton adhésion. Voilà. Et donc, il va me décortiquer pédagogiquement toutes les étapes. Comme un cuisinier va me dire, bah, tu vois, tu prends ta carotte, tu la tailles comme ça, tu la poses comme ça, tu la coupes comme ça, tu la mets comme ça, etc. Donc, un pédagogue, par définition, c'est quelqu'un qui a acquis le savoir-faire pour faire en sorte qu'une intégration se fasse au mieux. Et ce n'est pas seulement une explication, c'est tout un processus d'intégration. Il va jouer avec le visuel, l'auditif, le kinesthésique, va rendre les choses vivantes. Et c'est ça un bon prof. Moi, j'ai eu d'excellents profs de maths, et je suis désolé de le dire, mais j'ai eu des profs de maths qui étaient nuls. Et ce n'est pas leur connaissance qui faisait la différence, c'est leur pédagogie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la relation, ils avaient la capacité à me mettre un dessin, à me faire jouer, à me faire sentir les choses dans l'espace, alors que d'autres, ils me parlaient pendant 3 heures, je n'avais rien compris. Donc ça, pour moi, c'est le pédagogue, c'est le formateur. Et après, on a le coach. Le coach, c'est celui qui va m'aider à définir où j'en suis, à définir où je veux aller, et par un substitut de questionnement, va m'aider à trouver, au niveau de mon mindset, au niveau de mon cœur, au niveau de mes comportements, les meilleures dispositions pour progresser. Donc, il n'est pas là pour m'apporter des réponses, il est là pour les faire émerger, ces réponses. Ça, c'est le rôle fondamental d'un coach. Maintenant, un coach, il peut aussi avoir des compétences. Donc, on va faire un coaching, mais le mot coaching, on met tout là-dedans. Je vais faire un coaching parce que je t'écoute un quart d'heure et que je vais te donner mon avis et que tu vas repartir avec des idées plus claires. Et peut-être que ce que tu attends, ce n'est pas que je te fasse je sais pas moi, un quart d'heure de questionnement. Ce que tu attends, c'est que tu me dises, bon ben Polo, toi qui as l'expertise, explique-moi dans cette situation comment tu t'y prendrais. Et là, on va mettre ça sous l'entité du coaching, mais si on joue précisément avec les mots, on est sorti du coaching, puisqu'on est parti, là, pour le coup, sur ce qu'on appelle une consultation, un rôle de consultant. Un consultant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de faire un diagnostic, et en fonction du diagnostic, c'est la situation présente et de l'endroit où je veux aller, il va me donner des prérogatives. Il va me dire, ben, Polo, tu vois, au vu de l'expertise que j'ai, en fonction de la situation que tu as, si tu veux progresser, voilà comment tu peux faire. Et peut-être parce qu'il a un talent pour le faire. Peut-être que lui, quand il va me construire ma page de vente, comme c'est son truc de trouver des bonnes phrases qui va rebondir, parce qu'il a l'expérience, qu'il a des heures et des heures, bah, s'il passe son temps à me poser, mais qu'est-ce que tu as envie de faire passer? Non, bah, à un moment donné, je lui dis, écoute, tu prends le dossier, tu le gères, et puis tu me dis un peu ce que ça donne. Puis moi, je te validerai si oui, ça me correspond.
Si c'est un rôle conseil. Voilà, parce qu'il a un conseil, parce qu'il a une expertise. Par exemple, je suis en train de faire des montages sur des formations que je vais bientôt sortir. Il y a un moment donné où je dis à mon monteur, je te lâche prise là-dessus. Vas-y, voilà en gros ce que je veux et éclate-toi. Et puis après, je corrigerai. Ça me va, ça me va pas. Tu vois, quand tu mets cette couleur, ce n'est pas vraiment par rapport à la couleur que moi je voudrais. Et on avance ensemble. Donc, j'ai envie de dire qu'un professionnel, il acquiert un peu toutes ces données et l'expérience, parce que la formation nous dit ce qu'il faut faire. Et l'expérience nous montre ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est les deux. Toi, Alain Guy, tu as des heures de formation, tu sais ce que c'est qu'un groupe, etc. Et en me regardant faire, il y a des choses tu vas trouver vraiment géniales parce que, ah ouais, et même des choses que toi, tu vas voir que beaucoup d'autres ne vont pas voir parce que tu as déjà un niveau d'expertise. Et puis, si moi je discute avec toi, tu vas me donner des feedbacks et tu vas me faire passer ta sensibilité. Et là, à un moment donné, je vais te regarder faire et je vais dire, waouh, c'est vrai que la manière dont il amène ça, le truc, le dessin qu'il a fait, je trouve ça génial. Même si je connais le concept, mais la manière dont tu l'amènes, l'expérience que tu mets dedans, etc. Alors que moi, j'étais plus mental, toi, tu y as mis de l'émotion, tu y as mis des couleurs. Waouh, et je trouve ça super. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait. Donc, pour moi, l'apprentissage, il se fait par la pédagogie. Et un bon formateur, c'est quelqu'un qui est là pour former, ou en tout cas déformer et reformer autrement. Dit autrement, voilà. Si maintenant, c'est un bon animateur, parce qu'on a encore le rôle de l'animateur, c'est quelqu'un qui va mettre du feu, qui va mettre de l'animation, qui va mettre du cœur, qui va mettre de l'amour en fait dans ma transmission. Et un bon animateur, c'est encore un autre métier. Voilà, on a le coaching individuel, le coaching d'équipe, le métier d'animateur, le métier de formateur, le métier de consultant, le métier… enfin bref, voilà, on touche un peu à tous les métiers et on est aussi un peu des thérapeutes. La différence entre un thérapeute et un coach, dans la thérapie, on est en réparation, en l'occurrence d'une souffrance neurophysiologique ou psychologique. Et voilà, dans un coaching, on est dans l'orientation vers un résultat. Mais pour orienter la personne vers un résultat, je suis désolé, il y a un truc qui sonne, mais je vais devoir aussi parfois travailler sur la personne. Donc, je pense que plus on avance, plus on prend des sensibilités, des connaissances, des savoir-faire dans tous ces mondes et on va ajuster. C'est ça qui fait l'expertise. Qu'est-ce qui arrive Ça m'amène à poser la question, parce que moi, j'ai fait mes certifications dans le monde du sport. Et quelle serait la différence pour quelqu'un qui n'a pas de formation comme moi j'ai dans le monde du sport, mais qui veut se certifier pour devenir coach? Parce que, comme on vient de dire, on peut faire différents rôles, mais pourquoi quelqu'un irait à la certification? Alors, une certification, par définition, c'est un examen dans lequel des professionnels vont s'assurer que j'ai intégré des connaissances, des savoir-faire et que je suis capable de les démontrer. Quand on fait une certification au PNL, on a des personnes qui viennent, ce n'est pas moi, parce que moi je suis formateur, donc par définition, ce n'est pas moi qui vais certifier, mais qui sont un ensemble de professionnels qui, selon des… parce que comme je réponds à des normes, si vous voulez, même les certifications sont normées, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on a un processus de certification, de validation et des critères, de façon à ce que tout le monde soit à peu près jugé sur le même cadre. Et donc, pour ça, la certification, ça sert à évaluer une compétence à un certain niveau et de dire, est-ce que la personne, elle est en manque, elle est un peu juste, ou est-ce qu'elle passe? Donc là, il y a un niveau à définir. Et construire une certification, ça veut dire définir des critères. Donc, suivre une certification, c'est se préparer à répondre à certains critères. Et on va voir qu'il y a des gens qui sont extrêmement bien certifiés, d'accord? Mais ça répond, voilà, parce qu'ils ont justifié d'une certaine compétence. Voilà. Mais on peut être certifié et être excellent, on peut être certifié et pas forcément être excellent. Il y a plein de choses, tout dépend de ce qui est pris en compte. Mais voilà. Moi, je dis toujours, se former, c'est vraiment riche. Et on n'arrêtera jamais de se former. Ça fait 30 ans que je suis dans la formation, je me forme encore et on forme, on se déforme. Parce que c'est une dynamique de croissance. On parlait de succès et de réussite en début de c'est un peu la question de départ. C'est face à l'échec, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que l'échec? L'échec, c'est, comme tu le disais, Alain Guy, c'est s'arrêter par partir, en fait. C'est ne plus progresser. C'est pas s'arrêter. L'échec, en fait, on ne le vit pas dans la situation, on le vit dans ce qu'on fait de la situation. Au fond, on peut avoir un gros échec et en tirer un enseignement tellement important que
on va en faire une réussite majeure. Et on peut avoir beaucoup de succès et ne rien en faire. Donc, je crois que le véritable succès réside dans ce que je fais, ce que j'apprends, en quoi cette situation va me faire grandir et comment je vais l'exploiter au mieux. En fait. Donc, c'est ça, pour moi, la réussite. Et voilà. J'aime bien dire de l'échec, simplement que l'échec est un parcours d'entraînement vers le succès, finalement. Absolument. Puis je confirme, il n'y a pas un athlète qui va te parler qui a atteint un sommet sans échec. Quand j'avais l'école du vélo, souvent les gens venaient me voir et me disaient « Moi, ce que je veux, c'est pas tomber. Désolé, il y a 100% de chance que tu touches le sol avec le vélo. On va juste essayer de reporter ça le plus loin possible. » L'échec, ça fait partie de l'apprentissage et c'est la capacité à justement s'arrêter, faire les exercices de respiration qui... Ma mère nous écoute peut-être, puis je dois l'entendre dire « Ah oui, il n'était pas patient quand il était jeune. » J'ai appris. Ah oui. Un énorme merci, Paulo. Écoute, tu nous as donné des renseignements, des choses tellement énormes. Je t'avais demandé une petite collaboration d'1 heure. Ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, puis je t'écouterai encore, puis je pense que les gens qui nous suivent... nous diraient tous qu'ils veulent t'écouter encore. Alain, je ne sais pas si tu aurais peut-être un petit quelque chose à ajouter, comme tu as la touche magique de le faire. Ben, écoutez, ajouter, non. J'avais prévu trois citations. Je finirais tout simplement en vous en lisant une troisième, sans nécessairement débouler vers une question, parce que moi aussi, Paulo, je t'écouterai pendant toute la crise et après. Et puis, ça a un lien, la citation que je m'apprête à vous lire traite de l'opportunité. Et ça a un lien aussi avec toi un petit peu, Sylvain. Ça fait référence au monde sportif. Vous allez comprendre. Donc, ça dit que le leader saura profiter des opportunités, surtout lorsqu'il a le vent dans les voiles. Dans plusieurs sports, avoir le vent dans le dos peut être considéré comme un avantage. Il en est ainsi dans la mesure où celui-ci accélère la vitesse vers l'atteinte d'une cible précise. Malheureusement, dans la vie, notre comportement n'est pas nécessairement pareil à celui d'un athlète habilité à gérer de telles rafales. Si nous errons au gré du vent, sans destination de vie particulière, il y a des chances que sa vélocité devienne pour nous une menace. Le leader s'efforce donc de donner un sens à sa vie et quand le vent souffle en sa faveur, il sait reconnaître l'opportunité et s'attarde à lever les voiles et les orienter dans le bon sens. Qu'en est-il s'il ne connaît pas sa destination? Eh bien, il risque de se déplacer aussi vite, mais il court également le risque de s'échouer sur le premier récif. Saisir l'opportunité n'est rien de moins que de flairer le bon moment. Et je pense que la crise qu'on vit en ce moment est un bon moment pour lever les voiles et écrire le prochain chapitre. Absolument. Merci, Alain-Guy. Plaisir. C'est comme mot de la fin, je suis quasiment gêné d'en ajouter là-dessus, mon ami. Profitez de l'opportunité. Point. Ben, écoutez, un gros merci à vous deux de votre participation à cette émission, hein, l'humain dans le monde de la performance. Moi, je me suis donné comme défi, justement, puis je me suis inspiré de toi, Paulo, parce que tu fais ça régulièrement, hein, des interviews comme ça. Et moi, je me prends une gorgée. Mon leitmotiv actuellement, c'est les lundis, mercredis et vendredis de 10h normalement, mais je suis en train de raffiner pour qu'on rentre dans les temps, de 10h à 11h. Je vous partage des entrevues avec mes coachs, des entrevues avec des gens qui ont progressé, parce que pour moi, l'humain dans le monde de la performance, c'est pas une question de médaille. Ça a déjà été une question de médaille. Mais ce n'est plus une question de médaille, c'est plus une question justement de savoir-être. Et comme Paulo l'a mentionné tout à l'heure, qu'est-ce que je dois apprendre qui fait du sens pour moi? Ça devient ma performance. Paulo, je te laisse le mot de la fin. Tu y vas comme tu le veux. Si des fois les gens veulent avoir
ton référencement, on peut te suivre sur YouTube, on peut. Le mot, là, je te le laisse, tu le donnes comme tu le veux. Ben, je terminerai en disant que pour moi, l'important, c'est fondamental, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est d'être en lien avec soi, avec ses proches, avec son environnement, être en lien aussi avec son avenir, et puis de laisser monter ce qui anime le cœur, ce qui anime la vie, ce qui anime le bon, et surtout de ne pas se laisser envahir par le moins bon, puisque justement, on est ramené à nous ramener, donc, et à faire de cette opportunité une opportunité. S'il y avait une opportunité en cette situation, elle révélerait quoi? Et de rester en connexion avec cette belle question, je pense. Voilà, mes amis, je vous remercie. J'ai passé un très, très bon moment. Très heureux de t'avoir connu. Apparemment. Oui, merci. Un jour d'avoir la chance de nous connecter plus directement. Et puis, merci encore à toi, Sylvain, et bravo aussi pour tout ton joli parcours depuis le temps que je te connais. Merci. Merci. Puis, Merci. Écoute, j'ai une émotion qui monte parce que aujourd'hui, oui, j'ai traversé la tempête en mettant mes efforts, en mettant mes énergies, mais je sais la contribution que tu m'as apportée, puis gratitude. Tu comprends ce que je te partage. Ouais. Absolument, mon frère. Gratitude. Merci vraiment à vous deux. C'était un honneur, un immense plaisir de partager ce moment précieux-là ensemble. Au plaisir peut-être de se revoir à un moment donné sur scène ou en personne, tout le moins. Absolument. Salut tout le monde! On roule ensemble vers le nouveau monde. Soyez actifs. Même si on est en restriction, n'oubliez pas une chose, on a la liberté de respirer. On a la liberté encore de prendre un petit peu d'air à l'extérieur. On roule ensemble vers le nouveau monde. Profitez-en. Merci à tous. Salut tout le monde!